Samedi 20 octobre 2001, 20h53. Au moment où Star Academy débarque sur le petit écran, des millions de Francaises et de Francais s'interrogent. Que se cache-t-il derrière ce programme qui promet amour, haine, amitié, rivalité, joie et peine? Drôle d'énumération pour un taux décroché dont le but est de faire émerger un ou une artiste au terme de 84 jours de compétition. Au fil des semaines, mais aussi des années, l'émission de TF1 finit par trouver sa place et devient un véritable phénomène de société. À l'époque, les journalistes actuels de 20 minutes démarrant leur vie d'adulte ou sont en pleine période critique de l'adolescence, voire de l'enfance. Ce sont donc avec des yeux de téléspectateurs et téléspectatrices lambda que nous découvrons la victoire de Jennifer, l'abandon de Pierre ou les prestations de Grégory Le Marchal. 20 ans après, le service culture replonge dans ses souvenirs pour évoquer ses moments les plus marquants de sa Starac. Star Academy, c'est toute mon enfance. Lorsqu'elle émission arrive sur TF1, je n'ai que 5 ans, pas beaucoup dedans, et donc trop peu de souvenirs de la première saison. Ce dont je me souviens, en revanche, c'est de cet événement qui m'avait traumatisé 2 ans plus tard. Le 8e prime commence normalement, je pensais pouvoir regarder Elodie Fresh chanter, les yeux remplis d'amour comme chaque semaine, jusqu'à ce qu'un groupe de personnes habillées en noir déploie une banderole sur laquelle il est inscrit Etegne Votel. Lorsque je vois ça, je me tourne alors vers mes parents, panique, et leur demande d'appuyer sur le bouton de la télécommande pour obéir aux ordres des gens derrière l'écran. À l'époque, je ne comprends pas qui sont les intermittents du spectacle. Je ne sais pas non plus qu'ils ne me veulent pas personnellement du mal, même s'il me semble en avoir cauchemar de cette même nuit la semaine suivante. Le sentiment d'effroi me reprend lorsque j'y ouvre le Telstar pose sur la table du salon, et que la photo du plateau s'affiche sur une pleine page. Effraie mais pas traumatise, l'interruption de ce prime en direct ne m'empêchera pas d'assister au concert de la 3e promo de la Starac, le tout premier de ma vie. De quoi me forger une excellente culture musicale pour le reste de ma vie. Soyons honnêtes, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la Starac. Ce n'est pas parce que j'y étais jeune, car j'y avais 17 ans bien tape, mais parce que je préférais Lost Story et à la recherche de la nouvelle star, hautement plus intellectuelle comme émission, pas du tout. Le seul souvenir qu'il me reste de ce château des apprentis casseroles, outre la love story entre Jennifer et Jean-Pascal, ce sont les cours d'articulation des Armande Eldaï, la prof de chant mythique des 3 premières saisons. Plusieurs semaines, je me suis entraînée devant mon petit écran à articuler son je veux et j'y exige, avec la prononciation des liaisons qui donnerait je veux et j'y exige, beaucoup plus difficile qu'il y paraît. Et je dois dire que je n'aurais pas terminé première de la classe. Il a fallu un temps infini pour réussir un sans faute. Je ne suis pas sortie de ces séances de visionnage plus intelligente, mais plus habile en prononciation. Ce n'est pas si mal. La Starac, ce n'était pas que des jeunes gens en tenue de sport qui chantaient et dansaient mal. C'était aussi des jeunes gens en tenue de sport qui jouaient mal la comédie. Bien avant les coups de gueule scénaristes des Marseillais et des Anges, il y a eu les coups de gueule de Jean-Pascal, et les larmes de crocodile d'Emma, et pour corser le tout, les candidats, formés à devenir des artistes complets, avaient des cours de théâtre. Par deux sens, nous ne rappellerons pas le nom du prof de théâtre des premières saisons, Oscar Sisto, mais moi, je m'en souviens. Cercle 2002 à 2003, je fréquentais le cercle théâtre du Conservatoire régional de Bordeaux. Séance de théâtre de la Starac, où il fallait mimer une chaise, ou jouer les émotions à la chaîne Facon Actors Studio du pauvre avait le don de mettre les nerfs en pelote de mes fréquentations. Comment tu peux regarder cette merde? Les gens vont croire que c'est ça notre boulot? Que c'est ça, apprendre le jeu et la scène? Cette émission fait tellement de mal au théâtre.
Époque, j'y avais seulement fait mon coming out auprès de mes amis. Les personnalités ou personnages ouvertement gays étaient rarissimes à la télévision francaise. Difficile, impossible même, de trouver sur les écrans des modèles auxquels je pouvais m'identifier, des figures à travers lesquelles je me sentais représente. Dans la saison 1 du Télécrochet, les apprentis chanteurs étaient tous hétéros par défaut. Si, parmi eux, certains appartenaient à la communauté LGBT, cet aspect-là était tu. L'homophobie ordinaire, elle, n'était pas invisibilisée. Je me souviens ainsi de Jean-Pascal piquant sa crise, hurlant dans la cour du château que la danse, c'est pour les PD, et insistant je ne suis pas un PD du cul, moi. La séquence, montrée dans une quotidienne, a été diffusée lors des imprimes, sous les rires du public, en termes de violence symbolique. Quelques épisodes plus tard, Mario s'inquiétait, micro ouvert, de savoir si sa chemise ne fait, c'est, pas trop PD. Les saisons suivantes, les candidats gays et candidates lesbiennes ont fini par gagner, un peu, en visibilité. Je me souviens du coming out d'Anne Laure en saison 2 sous-entendu par son interprétation de Sans contrefacon. Curieux choix de chanson, quand on y repense. En saison 3, Michael n'était pas encore out, mais j'y avais bien compris que mes points communs avec ce garçon sensible ne se limitaient pas à l'adoration de Mylène Farmer. J'ai un peu moins suivi les saisons suivantes, mais je ne suis pas sûr que les couleurs arc-en-ciel aient bien brillé. Coup d'œil dans le rétro montre comment les choses ont bien bougé en 20 ans. Les talents LGBT de Télécrochet ne sont plus condamnés à rester dans le placard et évoquant sans problème cette part de leur identité. Le seul qui n'a pas changé, c'est Nikos Aliaga, toujours excellent maître de cérémonie de la variété télévisée. J'y avais 13 ans et j'y étais en 4e B, ou c'est peut-être. Mon lot de boutons des acné et de points noirs, un goût vestimentaire approximatif et les cheveux gras. Un ennui notable aussi. Du fond de ma campagne et de mon petit Carriage Paul entre deux champs, seul de rares Happy Meal et un spectacle de danse annuel dans la salle des fêtes de mon village de Cory de papier crepon, venait pimenter mon quotidien des adolescentes. Et puis j'y ai découvert la Starac. Un univers où tout allait plus vite, plus fort, plus loin. Ce monde dans lequel on passait du rire aux larmes en un quart de seconde et sans produit stupéfiant, je crois. Où l'amour véritable naissait le matin pour se consumer le soir avec fracas. Ce château dans lequel on faisait exploser sa colère et sa rage en explosant des portes en contreplaque. Sans oublier cette fameuse séquence lors de la saison 3 qui avait fait me sentir vivante, celle du départ de Pierre après sa reprise de Bohemian Rhapsody en costume des époques. Je n'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends, déclarait-il devant un public hagard et un Nikos éberlu. C'est et peut-être ce soir-là que j'y ai pris une des premières vraies décisions de ma vie, j'y irai en un RL. YOLO. Que la Starac est lancée en 2001, je suis une thésarde, installée depuis 2 ans à Paris, dans un studio de 18 mètres carrés sans télévision. Sur ma platine en boucle cette année-là, Kid A de Radiohead, 10 000 Hertz Legend de R ou encore Vespertine de Björk. Je traîne là où il y a du bon son, au Rex, au Bulk, au bateau phare, dans les soirées Scream ou les rêves organisés par Erotic ou Spiral Tribe. Mon seul souvenir de la Starac se passe un soir de retour dans ma province natale, à l'approche des fêtes de Noël. Autoradio chante à tue-tête en duo avec ma mère le machin de Orange de la Starac. J'y apprends qu'il laisse agiter une reprise d'un titre de Gilbert Bécaud, l'Orange sorti en 1964. Voilà comment je suis, presque, passé à côté du télécrochet de TF1.